Bonsoir à tous, nouveau live sur l'émission Putsch Live. Ce soir, je suis très très heureux de pouvoir animer ce débat avec Mathieu Bocoté. Mathieu, bonsoir. Comment Bonsoir. allez-vous? Très bien, vous? En pleine forme, confiné comme vous, j'imagine, à Montréal, parce que vous êtes à Montréal, Mathieu Bocoté. Donc merci d'avoir accepté. Ça fait déjà 2 fois qu'on vous reçoit cette semaine. C'est toujours un plaisir que de vous avoir. Et face à vous, du moins pour débattre ou discuter, David Engels. Bonsoir David, comment allez-vous à Varsovie? Vous êtes à Varsovie. Bonjour et bonsoir. Malheureusement, je vous entends pas toujours très bien, mais là, j'ai bien entendu la question. Oui, ça va très bien. Il fait ensoleillé ici. On vient d'apprendre, par contre, que la quarantaine pour le système éducateur va encore être prolongée au moins d'un mois. Donc voilà, l'éducation à la maison continue et avec ça, toute une série d'obligations qui ne permettent pas toujours de travailler comme on le voudrait. Bon, en tout cas, vous avez des dates, des plannings, c'est à peu près plus clair que chez nous en France. Donc, je vous présente Mathieu Bocoté, vous êtes sociologue et chargé de cours à HEC Montréal, ainsi que chroniqueur au Journal de Montréal et au Figaro. Et votre dernier livre, c'est L'Empire du politiquement correct aux éditions, la très bonne édition du CERF. Et ça, c'est sorti l'année dernière. Pour vous, David Engels, vous êtes professeur titulaire de la chaire d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles. Et votre dernier livre également, c'est Que faire, vivre avec le déclin de l'Europe chez Blue Tiger Media. Je crois que c'est sorti l'année dernière. Alors, on a perdu David, il va se reconnecter immédiatement. On commence immédiatement le débat. Mathieu, je vous ai sous la main. Donc, on va parler dans un premier temps identité, ensuite souveraineté, démocratie. Et nous parlerons de mondialisation. David Engels est de retour. Cher Mathieu, première question, vous, sur l'identité, ça me paraît important. Première question que je vous pose, et ensuite je la poserai à David Engels. Pour vous, Mathieu Bocoté, comment pourriez-vous définir l'identité québécoise? Comment s'est-elle construite également? Et j'ai relu cette phrase de Lord Durham qu'il a écrit dans un rapport à 1839 en disant que finalement, avait dit que les Canadiens français, que c'était un peuple sans histoire qui ne mérite rien de mieux que l'assimilation. Et c'était notamment, je l'ai lu dans le très bon bouquin de Jacques Lacourcière. Voilà, Mathieu Bocoté, grosso modo, l'identité québécoise, quelle est-elle aujourd'hui? Bon, on peut dire que c'est la poursuite aujourd'hui de cette longue et belle aventure qui est celle de l'Amérique française. Donc, 1534, découverte du Canada, comme on disait, par Jacques Cartier. 1608, fondation de Québec par Samuel de Champlain. Et 1608, c'est un peu le moment fondateur dans la conscience collective. C'est le premier établissement permanent en Nouvelle-France. Donc, cette idée, c'est l'histoire du Québec. C'est l'histoire d'un peuple qui s'enracine, qui a d'abord occupé, il ne faut pas l'oublier, la Nouvelle-France était occupait une bonne partie de l'Amérique du Nord, pour ne pas dire presque la majorité de l'espace connu de l'Amérique du Nord jusqu'à la conquête de 1700. Enfin, Québec tombe en 1759, Montréal en 1760, ensuite il y a le traité de Paris, et là c'est ce qu'on appelle la conquête. Mais la Nouvelle-France a été une aventure continentale tout à fait, à la fois épique, mystique, commerciale, une belle aventure, et qu'elle s'est poursuivie ensuite, donc dans le territoire politique circonscrit autour de la vallée du Saint-Laurent, qui est le Québec. Donc, le Québec a évolué au fil de l'histoire dans une situation de subordination collective, sans le moindre doute, parce qu'à partir de la conquête anglaise, nous devenons soumis donc à la couronne. Et toujours, on peut dire que l'histoire du Québec, à partir de 1760, est traversée par deux courants de fond. Un courant de survivance, c'est la formule consacrée, c'est-à-dire maintenir notre existence comme peuple distinct en Amérique, comme petite nation de langue et de culture française en Amérique. Donc, le courant de la survivance, et de l'autre côté, l'aspiration à l'indépendance qui, de temps en temps, revient, présente au début du 19e siècle avec les tentatives avortées d'indépendance, la révolution avortée des patriotes en 1837-38. Deuxième moitié du 19e siècle, vous y avez fait référence, c'est la survivance contre une volonté constante d'assimilation. L'assimilation, chez nous, c'est le contraire de chez vous. C'est-à-dire, chez nous, l'assimilation, c'est devenir anglais, c'est se défranciser, c'est perdre notre personnalité nationale. Et les Canadiens français qui vont devenir, à partir des années 1960, des Québécois, parce qu'on change souvent de nom dans notre histoire, eh bien, mais qui poursuivent la même histoire, c'est une volonté, donc, de survivre et de temps en temps d'indépendance. Et on peut dire que depuis 1960, la question de l'indépendance s'est posée clairement à 2 reprises. Il y a eu 2 référendums sur l'indépendance qui ont échoué, hélas. Mais demeure néanmoins, encore aujourd'hui, une aspiration forte à l'autonomie collective. Le Québec se voit comme une forme d'État-nation enclavé dans la Fédération canadienne. Il ne faut pas oublier que la Fédération canadienne, donc majoritairement anglophone, s'est montrée historiquement hostile envers les Québécois, soit en les présentant comme une forme de tribu résiduelle appelée à se dissoudre pour accéder à la modernité anglo-saxonne, soit depuis une trentaine d'années, donc depuis l'héritage de Pierre Elliott Trudeau, 1982,
dans le Canada multiculturaliste, eh bien, l'aspiration des Québécois à former une nation est présentée comme une forme de régression ethnique, de suprémacisme ethnique inquiétant qui mérite d'être combattu au nom de la diversité, de la démocratie et du droit. Donc, en quelques mots, sans parler trop longtemps, on peut dire que l'identité québécoise, c'est l'histoire d'une petite nation qui, depuis plus de 400 ans, s'est enracinée en Amérique, a voulu durer en Amérique, a voulu demeurer en Amérique, dans un continent où sa langue était minoritaire, où sa culture était très minoritaire, mais qui s'entête dans l'existence et qui aspire à la plus grande autonomie politique possible. Aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants, mais nous avons une forme d'autonomie dans la fédération. Il n'est pas interdit de penser qu'à travers le renouveau de la question identitaire aujourd'hui, les Québécois redécouvrent tôt ou tard leur aspiration à l'indépendance. Alors, j'ai encore une petite question, Mathieu Bocoté, et ensuite on passera à David Engels qui va nous répondre sur ces questions-là aussi pour son côté géographique. Dans le bouquin de Jacques Lacourcière, on apprend effectivement, il dit, dans son histoire du Québec, il nous dit que le nationalisme canadien-français s'affirme de plus en plus au début du XXe siècle. Ça fait référence à quoi finalement cette affirmation ? Alors, c'est particulier, c'est-à-dire en 1867, avec la création de la Fédération canadienne, se crée au même moment la province de Québec. Et avec la province de Québec, ceux qu'on appelle les Canadiens français redeviennent majoritaires dans une communauté politique autonome, limitée, dominée, mais néanmoins, ils sont majoritaires autour d'un gouvernement, qui est le Québec. Et début 20e siècle, donc, il y a une forme de lente renaissance du nationalisme. On dit Canadien-français à l'époque. On dit Canadien-français, ça veut dire en gros, on dit à l'époque, la nation se définissait à la fois par la langue et le catholicisme. Donc, la renaissance du nationalisme à l'époque, au début, c'est une volonté de sortir d'une forme de subordination collective. Et ça va vraiment se concrétiser autour des années 1920, quand réapparaît une idée qui avait disparu depuis quelques décennies, l'idée d'indépendance qui va être portée par une figure comme le chanoine Lionel Groulx et une collection d'intellectuels qui vont porter un désir de redressement national, de renaissance nationale, qui va aboutir en 1960 avec ce qu'on appelle la Révolution tranquille chez nous. Le Québec a été jusqu'en 1960 un pays très catholique. Après 1960, il y a une forme de refus, on sacrifie cette part-là de l'héritage, on considère qu'on doit s'affranchir du catholicisme, une transformation complète de notre rapport au catholicisme, mais ce qui demeure néanmoins, c'est cet idéal du maître chez nous, pour le dire ainsi. C'est le slogan de la Révolution tranquille d'ailleurs. Donc, mais on peut dire que tout le 20e siècle, à partir des années 1917-1918, s'écrit à l'encre de la Renaissance nationale, d'une volonté de redevenir maître chez soi, en n'y parvenant jamais complètement, mais en parvenant à continuer d'exister, ce qui est quand même l'essentiel. Alors, David Engels, pareil, je vais vous poser, on va traverser l'Atlantique et on va aller du côté de chez vous, en Pologne. Alors, selon vous, David Engels, est-ce que l'Europe centrale, on va cibler le propos sur la Hongrie et la Pologne, on peut aller, et on va éviter de parler du groupe du Visegrad, qui est très large. Pourquoi, à votre avis, ces pays préservent ardemment leur identité? Est-ce que finalement, cette identité, elles prennent pas leur source dans les tourments de l'histoire, qui est assez récente finalement, Oui. Excellente question. Moi, je suis dans une situation un peu particulière en tant que Belge d'origine germanophone, bilingue, allemand-français, qui s'est retrouvé maintenant en Pologne. Donc, je ne suis pas du tout maintenant un expert en identité et en histoire polonaise. Donc, je ne voudrais pas non plus éveiller de fausses impressions. Mais c'est... ici aussi ma fascination aussi pour l'histoire de ce pays et surtout pour la capacité avec laquelle la Pologne et aussi la Hongrie arrivent à maintenir leur identité qui peut me permettre de répondre un peu à cette question. Et en fait, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que à la fois la Hongrie et aussi la Pologne sont des peuples qui ont une identité nationale très prononcée, qui existe déjà depuis le Haut Moyen-Âge, qui est bien attestée par la langue, par une certaine forme de culture, qui ont produit tous les deux aussi des grands empires à l'époque médiévale. Je rappelle que notamment la fédération polonaise, lituanienne était l'empire le plus grand en ce qui concerne l'étendue géographique de l'Europe à la fin du Moyen-Âge, au début des temps modernes. Et puis, il y a eu donc des empires aussi qui étaient
assez fédéraux dans leur structure, finalement aussi assez multiculturels, même si organisés autour d'un noyau culturel assez bien défini. Et puis alors arrive évidemment au XVIIIe siècle, surtout pour la Pologne, le choc des partages de la Pologne, partages successifs du territoire national entre les différentes nations, ou entre les différents États qui les entourent, la Prusse, l'Autriche, Hongrie, la Russie, qui peu à peu s'attribuent des parties de ce territoire jusqu'à faire disparaître totalement la Pologne de la carte géographique politique européenne vers la fin du XVIIIe siècle. Et donc, bon, il y a eu le petit regain, comme vous le savez, à l'époque napoléonienne, avec le Grand-Duché de Varsovie, mais on peut dire, grosso modo, que depuis le XVIIIe siècle, la Pologne n'existe plus véritablement en tant qu'État, mais continue à persister en tant qu'entité culturelle. Et je crois que là, on voit vraiment, on a une des clés les plus importantes qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui, dans une situation qui n'est pas aussi sans rappeler un peu le partage, la Pologne, tout comme la Hongrie, arrive à maintenir leur identité. Parce qu'ils ont eu l'habitude, pendant presque 2 siècles, de devoir préserver contre différents oppresseurs, contre différentes forces occupantes, leur identité nationale par un maintien farouche de leur propre langue, contre les tentatives de germanisation, de russification, etc. Leur propre culture aussi, par le fait de chérir ce patrimoine, de continuer à le mettre en valeur, de le cultiver, d'établir des musées, des collections, de continuer certaines traditions artistiques, folkloriques, etc. Et finalement, et ça c'est peut-être le plus important, en tout cas pour le cas de la Pologne, de maintenir leur identité religieuse. Le catholicisme, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, l'un des facteurs identitaires les plus forts, ce qui est d'autant plus compréhensible si on se souvient que la Pologne elle est encastrée entre 2 nations, l'une à gauche, l'Allemagne protestante, en tout cas dans les parties riveraines, l'autre, le monde russe, qui est orthodoxe. Donc le catholicisme est là aussi un élément très important qui a justement généré, je dirais, en tout cas le maintien de cette stratégie, pourrait-on dire, a permis à la Pologne de survivre sans avoir un État, donc de garder son identité, une certaine forme de patriotisme sans avoir un État, de ne pas se noyer sous les différentes influences idéologiques, culturelles, linguistiques. Et c'est ça un peu qui est, je crois aussi aujourd'hui, l'une des clés qui permet de comprendre pourquoi cette Pologne, qui n'est indépendante finalement que depuis une trentaine d'années, arrive à résister à ces différentes tentatives d'ingérence, que ce soit politique de la part de Bruxelles ou à nouveau de l'Allemagne ou de la Russie, que ce soit idéologique avec cette idéologie du multiculturalisme, du politiquement correct, etc. Et même aussi de la tentative de la sécularisation, du laïcisme, du matérialisme par cette attache au catholicisme. Donc ça permet de comprendre pourquoi cette Pologne, elle est encore dans une identité forte, elle est encore dans une vision patriotique assez traditionnaliste, qui rend la position polonaise parfois très difficile à comprendre pour des nations comme la France ou surtout l'Allemagne, qui ont dépassé, si on veut dire, ou qui ont laissé derrière eux aussi cette partie de leur héritage culturel, de leur vision de l'identité et qui ne peuvent pas concevoir pourquoi la Pologne, justement, ne rejoint pas le concert de ces nations post-historiques, si on veut, qui estiment que les nations sont toujours raison de guerre, de colonialisme, de génocide, etc. Ici, en Pologne, on a justement l'argumentation inverse. On dit que, justement, ici, c'est le patriotisme qui a permis à la Pologne de survivre justement aux ingérences impérialistes des Allemands, des Russes et des autres pouvoirs. Donc, cette argumentation classique qu'on retrouve maintenant en Europe occidentale, c'est-à-dire le patriotisme amène le nationalisme, amène la guerre, l'impérialisme, le colonialisme, le génocide, etc. Ici, ne
fonctionne pas parce qu'ici, l'argumentation, elle est totalement différente. C'est juste le patriotisme qui a permis de résister à des tentatives d'assimilation d'autres pouvoirs. Et je crois que tant que Bruxelles et en partie aussi Berlin et Paris n'auront pas compris cette particularité de l'identité polonaise qu'on peut aussi tout à fait retrouver en Hongrie et dans beaucoup d'autres pays d'Europe centrale orientale, on restera en permanence dans un conflit identitaire, idéologique très prononcé. Mathieu Bocoté, ça résonne en vous ce que dit David Engels sur cette façon aujourd'hui du rapport? Ben, moi, c'est une chose que j'aime rappeler, c'est-à-dire que on a l'habitude dans le monde occidental de dire nationalisme égale tyrannie, totalitarisme et tout le tralala. Or, le fait est que l'expérience des petites nations en général nous rappelle que, pardonnez-moi, l'expérience des petites nations nous rappelle que le nationalisme, entendu au sens québécois, j'entends, donc pas au sens de volonté impériale, l'extrême droite ou qu'en sais-je, que l'identité culturelle, que l'identité collective, que les traditions collectives, que le nationalisme peuvent contribuer à la défense des libertés collectives et des libertés tout simplement. La défense de l'identité nationale, quand on pense à la résistance au totalitarisme soviétique au XXe siècle, c'est dans la mesure où ils ont pu se plonger dans leur identité nationale et leur identité religieuse que les petites nations d'Europe de l'Est ont été capables de résister à l'impérialisme communiste, au totalitarisme communiste. On peut même penser dans le cas de la résistance au communisme est indissociable d'une forme d'ancrage, d'enracinement et de métaphysique. On peut penser à Solzhenitsyn dans ce cas-là. Si on se transpose ici de mon côté de l'Atlantique un instant, je dirais que les Québécois savent par définition que leur existence collective dépend de leur capacité à se rappeler leurs différences vitales, pour reprendre la formule de René Lévesque, un de nos grands hommes politiques. Notre différence vitale, c'est-à-dire qu'il légitime la fondation d'un cadre politique distinct, de frontières légitimes, qui nous permet ensuite d'agir dans l'histoire avec nos propres institutions. C'est ce que j'appelle, moi, la question de l'existence politique. Une nation a une aspiration naturelle et irrépressible à l'existence politique. Ensuite, les circonstances historiques font en sorte que ça ne peut pas toujours se traduire par l'indépendance. Mais elles doivent néanmoins avoir cette quête d'existence politique pour être capables d'avoir un ordre institutionnel par lequel elles peuvent se reproduire collectivement. Et de ce point de vue, la situation des petites nations d'Europe de l'Est, coincées entre l'Allemagne et la Russie, je dirais qu'un Québécois ne peut que comprendre cela spontanément. Même si quand on est enclavé dans la Fédération canadienne, qui est aujourd'hui le laboratoire de l'utopie diversitaire, quand on est juste au nord, pardonnez-moi, de la frontière américaine, d'un empire qui se croit naturellement universel et qui considère que les différences collectives doivent être folkloriques, et non surtout qu'un petit État-nation enclavé et têtu qui s'appelle le Québec qui dit non, nous on a une différence collective forte, légitime, eh bien, on ne peut que comprendre la situation des autres petites nations. Ce qu'avait dit, soit dit en passant, en son temps, Alain Finkielkraut, dans son très beau livre, L'ingratitude, où il nous invitait à repenser l'histoire du nationalisme, entre guillemets, à la lumière des petites nations. Donc, à la lumière de l'expérience des peuples qui n'écrivent pas le grand récit de la modernité. Vous savez, quand on écrit le grand récit de la modernité, on le fait souvent à partir de la Grande-Bretagne, de la France. On le fait à partir de la perspective de Hobbes, de Locke, à la rigueur, Voltaire, Rousseau, parce que la France l'a annexé. Mais le fait est que l'histoire de l'État dans la modernité peut s'écrire aussi à partir de l'expérience des petites nations. Et dès lors, l'État n'apparaît pas seulement comme une structure de pouvoir administrative assurant la coexistence des citoyens. L'État apparaît aussi comme l'expression existentielle d'un peuple qui veut exister dans l'histoire en son propre nom. Donc, de ce point de vue, oui, là, je pense qu'il y a une forme de solidarité invisible mais bien réelle des petites nations, même si sur le plan pratique, politique, des mœurs, des valeurs, des orientations philosophiques, elles ne communient pas tous dans la même définition du monde, évidemment. Ouais. Même s'il faudrait peut-être juste ajouter comme parenthèse, en tout cas patriotique pour mes auditeurs polonais, que en tout cas la Pologne ne se considère pas comme une petite nation. Mais, c'est bien, je sais bien, je dis ça juste aussi un peu pour rire, mais est très fier en fait, tout comme la Hongrie d'ailleurs, de sa tradition impériale, comme je disais, qui en a fait l'État territorial le plus vaste de l'Europe et partiellement même aussi le plus moderne. Et je crois que c'est justement aussi ce passé-là, c'est-à-dire un passé impérial, un passé où la Pologne était vraiment aussi, tout comme la Hongrie, parmi les Premières Nations vraiment de l'Europe, qui explique aussi partiellement ce patriotisme actuel, parce que ces nations-là se souviennent quand même relativement bien aussi de ce qu'ils ont perdu, sans considérer que ça a été perdu de leur faute. Elles les partagent
polonais d'un côté, le traité de Trianon de l'autre, qui explique très bien aussi pourquoi des nations qui aujourd'hui, comme la Hongrie, peuvent paraître anecdotiques sur l'échiquier mondial, ont encore, je dirais, cette perspective beaucoup plus longue aussi dans l'histoire, grâce aussi à cet ancrage historique. Je crois que c'est aussi ça le plus important à se souvenir, c'est quelque chose qui m'a très fortement marqué aussi en venant ici, c'est la fierté collective par rapport au passé historique, par rapport à la culture, par rapport au musée, etc., par rapport à tous les témoignages de leur passé. C'est une attitude positive que je ne connaissais pas autant, par exemple, en Allemagne, et peut-être même pas autant en France. Parce qu'ici, on a une attitude, comme je dirais, assez positive, patriotique. On n'est pas encore arrivé dans la post-histoire. On n'est pas encore justement, comme vous le disiez, aussi dans ce monde post-historique que l'idéologie politiquement correcte, comme dans les États-Unis ou de plus en plus l'Union européenne, tente de créer. Ici, on est encore vraiment dans une continuité linéaire de l'histoire qu'on apprend encore dans les écoles. On a partout, même dans les écoles, ici en Pologne, on a encore les photos, les gravures, etc., du 20e, du 19e, du 18e siècle. On est vraiment dans une grande continuité, encore dans un grand récit, dans le sens positif, de l'histoire. Et c'est ça aussi qui explique pourquoi les Polonais réchignent à abandonner tout cet héritage-là pour se retrouver, en effet, comme petite nation un peu périphérique, en plein milieu d'un monde devenu multiculturel et un peu inodore, incolore et insipide. Vous me donnez la transition parfaite, David Engels. Je vais vous poser la question à tous les deux. Je voulais savoir, selon vous, comment s'articule aujourd'hui l'immigration et le multiculturalisme dans cette identité, l'identité québécoise et l'identité d'Europe centrale. Mathieu Bock-Côté, pour vous commencer. En deux temps, c'est-à-dire le multiculturalisme, évidemment, il faut savoir comment on le définit. J'ai consacré un ouvrage à la question, c'est-à-dire comme idéologie globale. Aujourd'hui, je le définis comme cette idéologie fondée sur l'inversion du devoir d'intégration, c'est-à-dire fondamentalement, ce n'est plus aux nouveaux arrivants à prendre le pli de la société d'accueil, c'est à la société d'accueil à transformer ses institutions, sa culture, ses mentalités pour s'accorder à la diversité. Et la nation fondatrice est arrêtée désormais comme une communauté parmi d'autres dans une société plurielle, et lorsqu'elle prétend se proposer comme culture de convergence, comme culture de référence, on l'accuse de suprémacisme ethnique. Donc ça, c'est le multiculturalisme comme idéologie, dans sa part maximaliste, qui pousse toujours à la valorisation de toutes les formes de revendications qui se réclament de la diversité, entre guillemets, mais qui est animée par une forme de refus fondamentalement aussi du monde occidental et des formes politiques et culturelles qui lui sont associées. Donc ça, c'est l'idéologie en général. Donc qui est fondamentalement hostile au fait national, parce que le fait national entend justement ne pas se définir dans la logique d'une dissolution infinie des appartenances, mais autour d'une culture de convergence. Dans le cas canadien, c'est particulier. Le multiculturalisme est l'idéologie d'État au Canada. C'est une idéologie fondatrice de l'État canadien depuis 1982. Et dans le cas du Canada, ça veut dire qu'il n'y a pas de culture de référence au Canada. Le seul noyau canadien, c'est la diversité, la volonté de pousser toujours plus loin la quête de la diversité. Donc, c'est ce qui fait que le Canada embrasse le niqab, par exemple, en voyant dans le niqab une manifestation de la diversité, et en l'embrassant, nous célébrons notre propre tolérance. Ça, c'est le discours des fédéraux. C'est ce qui fait que le Canada refuse la reconnaissance de la nation québécoise sur le plan constitutionnel, parce que le Québec dit on n'est pas simplement une nuance identitaire parmi d'autres dans le portrait canadien, nous sommes une nation avec notre propre légitimité collective. Et donc, c'est tout le rapport du Québec au Canada qui se pose là-dedans. Donc, au Canada, le multiculturalisme a été une arme de guerre idéologique pour marginaliser, neutraliser, dénationaliser le peuple québécois. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a une dimension stratégique dans l'histoire du multiculturalisme au Canada. C'est une manière de programmer la régression folklorique des Québécois. Deuxième élément, les Québécois, donc, résistent à ça collectivement, même si on a chez nous des courants idéologiques multiculturalistes, mais ils résistent à cela parce qu'ils sont conscients de leurs différences vitales, de leur existence collective comme peuple. Donc, le multiculturalisme est dans notre espace, dans l'espace canadien, est fondamentalement contradictoire avec la possibilité même de notre existence. Sur la question de l'immigration, il y a deux éléments. C'est-à-dire, au Canada, encore une fois, l'État fédéral a utilisé historiquement l'immigration pour chercher à noyer démographiquement le fait français. On l'a vu au référendum de 1995 où l'État fédéral a utilisé de manière maximale l'immigration massive
créer une minorité de blocage qui allait empêcher le camp du oui de l'emporter. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. 61% des francophones au Québec ont voté oui en 95, 99% des anglophones ont voté non et 95% des populations issues de l'immigration ont voté non. Donc, il y a une dimension politique à l'immigration dans tout cela. Une fois que c'est dit, le Québec, comme société, comme nation, est une société avec une vraie tradition d'hospitalité, je crois. Une tradition d'hospitalité, c'est-à-dire dans la mesure où les nouveaux arrivants veulent s'intégrer à la majorité historique francophone, en prennent le pli, en prennent la culture, s'approprient ses références. Les Québécois sont assez sympathiques à l'arrivée d'une proportion raisonnable, évidemment, de ceux qui veulent les rejoindre. Mais encore une fois, c'est la question là-dessus. Michel Brunet, l'historien québécois, disait que 3 facteurs pèsent dans l'histoire. Le nombre et le nombre. Or, aujourd'hui, nous avons des seuils d'immigration absolument démesurés qui dépassent complètement notre capacité d'intégration, qui fait qu'à Montréal même, la référence québécoise est en train d'être minorisée symboliquement. À Montréal même, la métropole du Québec, le français est en situation très inquiétante. Le français régresse à Montréal. Donc, notre capacité d'intégration n'est pas illimitée. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une volonté de la part des Québécois de redéfinir leur culture commune, leur culture de convergence, en faisant véritablement le point de ralliement donc, de la nation, et que les nouveaux arrivants doivent aussi s'y rallier. Donc, c'est tous les débats sur la laïcité, sur le français, évidemment, sur la question d'une citoyenneté québécoise, mais tout en sachant que l'ordre canadien fait tout pour limiter la capacité d'intégration du Québec, tout en sachant que notre capacité d'intégration, vu notre situation géopolitique en Amérique du Nord, est assez limitée, tout en sachant que la force d'attraction du français est limitée. Donc, les Québécois sont hospitaliers, mais ils ne sont pas suicidaires. Et ils sont prêts à accepter un certain nombre de gens qui arrivent de l'étranger, qui veulent s'intégrer à leur culture et à leur réalité. Mais les Québécois ne veulent pas devenir, cela dit, symboliquement étrangers chez eux. Alors là, c'est tous ces débats-là, finalement, nous les connaissons. Avec cette singularité, cette différence par rapport à l'Europe, que la question de l'immigration ici ne se pose pas sous le signe de l'insécurité. Globalement, nous avons une société assez sécuritaire, une société qui ne connaît pas des tensions, on pourrait dire, au quotidien à l'européenne. Les débats se posent sur la question de l'identité fondamentalement, du symbolique, du culturel, sans qu'il y ait cette espèce d'angoisse sécuritaire qui caractérise certains pays européens. Donc, en gros, voilà la situation au Québec. David Engels, de votre côté, comment ça se passe? On sait aussi que c'est compliqué dans l'Europe centrale au niveau de l'immigration aussi, de ce côté-là. Il y a une forte identité territoriale et d'ailleurs les pays européens souvent reprochent à la Hongrie et à la Pologne de ne pas assez accueillir de migrants, de réfugiés. Qu'en est-il pour vous? Oui, encore récemment, hein, comme vous le savez bien, la Pologne a été condamnée par la Cour européenne de justice, si je me souviens bien aussi, de n'avoir pas vraiment participé à la répartition des immigrants, soit disant réfugiés, qui avaient été ou qui avaient rentré dans l'Union européenne essentiellement par la volonté de l'Allemagne. Et donc ici, il y a vraiment une opposition très 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 forte à ce type d'immigration, même s'il faut évidemment, comme vient aussi de le faire Mathieu Bocoté, différencier entre différents aspects. Alors, il faut dire que la Pologne, à l'origine, était tout sauf un pays homogène. Hein. C'était un grand empire où il y avait aussi des minorités allemandes, une grande partie lituanienne, ruthène, ukrainienne, évidemment une minorité juive aussi extrêmement forte, donc c'est même tatar, même partiellement musulmane. Donc à l'origine, c'était quand même un pays avec des traditions, je dirais, très fédérales, pourrait-on le dire dans le bon sens, multiculturel. Bon, on part du Moyen-Âge, évidemment, aussi dans des conditions très, très différentes, où les différences culturelles apportaient peut-être moins que différentes ou que certaines différences sociales. Ça a changé très fortement depuis les partages polonais et partage de la Pologne. Et donc, aujourd'hui, la Pologne est, si je me souviens bien, en Europe, le pays le plus homogène qui existe, c'est-à-dire homogène au niveau à la fois de la religion, qui est entièrement catholique, pour ainsi dire, et au niveau aussi de l'expression linguistique qui est à du 97% ou 18% polonais aussi. Donc on a un pays extrêmement homogène ici, très fier aussi de sa culture, de ses racines, et qui est donc assez opposé à la réalité de ce que l'immigration représente actuellement véritablement dans sa facette problématique en Europe occidentale, c'est-à-dire une immigration à connotation essentiellement musulmane.
c'est surtout ça, évidemment, qui pose actuellement problème ici en Europe. Il ne s'agit pas maintenant d'un problème posé par l'immigration venant de Chine ou d'Indochine ou d'Inde, par exemple. Le grand problème actuel en Europe en général et aussi en Pologne en particulier est l'immigration musulmane qui transporte aussi toute une série de revendications culturelles, ethniques, religieuses que les autres minorités n'amènent pas dans la même mesure, en tout cas, ou disons dans les nombres actuels. Et donc là, il faut différencier, je crois, différentes attitudes en Pologne. D'un côté, la Pologne est très, très, très libérale en ce qui concerne une immigration de travail choisie par l'État. Donc, je rappelle qu'ici en Pologne, jusqu'à la crise du coronavirus, il y a eu une population immigrante de 2 millions d'Ukrainiens qui sont venus en Pologne pour justement profiter du marché du travail polonais en pleine expansion. Et donc, même si là, on a très rapidement eu la nécessité d'intégrer dans une population d'une quarantaine de millions d'habitants, 2 millions quand même d'Ukrainiens, ça s'est passé sans grand problème. On a aussi une très grande immigration venant des Philippines, partiellement aussi de l'Inde. Tout ça est une immigration qui est choisie, qui est recrutée de la part de la Pologne, qui, en ce qui concerne les Philippines ou partiellement aussi l'Indochine, est une immigration de peuples ou d'individus catholiques, dont l'intégration aussi passe souvent par le vecteur religieux et ne pose pas trop de problèmes. Le véritable problème, c'est face justement à cette vague migratoire musulmane venant soi-disant des territoires de guerre civile, mais aussi de beaucoup d'autres États où c'est beaucoup plus une immigration de pauvreté. Et là, justement, la Pologne, tout comme la Hongrie, s'oppose à cette tendance, car elle considère que ce sont là des minorités qui culturellement sont si homogènes, si fortes, si on veut, si clairement organisées autour de leur religion, et surtout si ancrées déjà dans une communauté ou dans une société parallèle migratoire en Allemagne, en France, en Belgique, etc., si forte et si présente, ici en Pologne. Car, comme je disais, l'intégration maintenant des nouvelles minorités bélarusses, ukrainiennes, se passe sans problème. Il y a une proximité linguistique très grande. On partage en grande partie la même histoire. On partage la même foi chrétienne, même si là, on a souvent l'orthodoxie, ici le catholicisme, mais ça passe encore très bien. Donc, je dirais qu'il faut vraiment, et que la Pologne aussi différencie justement très fortement entre une migration de citoyens qui amènent, je dirais, assez d'éléments qui peuvent permettre leur intégration, voire leur assimilation, et les autres. Moi-même, étant aussi d'une certaine manière ici pas encore un immigré peut-être, mais en tout cas actuellement habitant ici depuis 2 ans, étant quand même aussi dans une situation je dirais, de hôte, d'étranger installé en Pologne, je dois dire que j'ai toujours été accueilli avec une extrême gentillesse et une très grande de l'accueil, de la bienveillance. Donc, j'ai jamais eu vraiment dû faire face maintenant à des volontés de rejet ou de xénophobie. Mais on voit que cette société polonaise, tout comme la hongroise aussi, est une société très forte, si on veut, qui a encore gardé un certain talent d'assimilation et qui demande aussi aux nouveaux venus, pas nécessairement d'apprendre le polonais en 2 semaines, mais au moins de s'intéresser à la culture, de s'intéresser à la nourriture, de faire des essais dans la langue, donc bref, de montrer une certaine attitude positive, une volonté d'intégration. Et alors, quand on est capable de montrer ça, et il me semble que chaque homme civilisé se doit au moins d'apporter ces éléments-là dans un pays hôte, alors là, l'intégration peut se passer très facilement. Et alors là aussi, la cohabitation de personnes de différentes langues, de cultures, etc., peut se passer très bien. Donc je dirais que là, justement, la Pologne, à qui on reproche d'être xénophobe, de ne pas intégrer, de vouloir rester homogène, etc., montre justement l'exemple d'une société qui permet une intégration au long terme, mais qui, en revanche, demande aussi
aussi de la part du nouveau venu une certaine adaptation qui montre alors clairement quels sont les paramètres selon lesquels justement cette adaptation peut se poser. Donc on peut dire en résumé, si on veut, qu'ici en Pologne, l'immense majorité de la population, qu'elle vote pour le Parti conservateur ou qu'elle vote même pour l'opposition socialiste libérale, rejoindrait certainement cette idée d'être une culture hospitalière, mais pas suicidaire. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant le volet démocratie-souveraineté. Mathieu Bock-Côté, je suis allé chercher une phrase de Chantal Delsol. Vous devez probablement la connaître, du moins lire Chantal Delsol. Vous savez, elle n'est pas super bienvenue en France. Elle fait partie des intellectuels aujourd'hui qu'on voit pas énormément, mais elle est quand même extrêmement intéressante dans ce qu'elle dit. Une citation simple, je vous poserai la même question à tous les deux. Elle dit simplement « La démocratie n'est qu'un régime imparfait comme les autres, bancal et vulnérable, et pour tout dire, périssable ». Comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez que la démocratie, finalement, est fragile aujourd'hui? Ah ben, il n'y a pas de doute, mais en fait, pardonnez-moi, toute cette question aussi, comment on définit la démocratie? Moi, ce qui me fascine, et j'ai consacré un livre à ça, ce que j'ai appelé le nouveau régime, c'est que ce qu'on nommait démocratie il y a 30 ou 40 ans, aujourd'hui, on le nomme populisme à bien des égards, paradoxalement. La référence à la souveraineté populaire, par exemple. Il y a la souveraineté populaire, je précise la souveraineté non pas d'un peuple immatériel, désincarné, mondial, mais un peuple, donc le peuple québécois, le peuple polonais, le peuple français, le peuple finnois, le peuple suédois. Bon. Donc la souveraineté populaire a été disqualifiée dans ces deux aspects. D'abord en tant que pouvoir du peuple, la possibilité de faire de la souveraineté populaire, de la volonté populaire, le critère à partir duquel est définir les grandes orientations collectives, mais aussi l'idée que la souveraineté s'ancre dans un peuple particulier avec ses mœurs, son histoire, sa culture. Aujourd'hui, lorsqu'on se réfère à cette définition de la démocratie, on est soit renvoyé au populisme, soit on est renvoyé à la démocratie illibérale. Alors que hier encore, c'était ça la démocratie libérale. Donc souveraineté populaire plus liberté publique dans une communauté nationale. Bon, premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, ce qu'on appelle démocratie, c'est le gouvernement des juges, l'idéologie des droits, la dissolution du collectif, l'expansion perpétuelle des droits dits des minorités, et qui s'oppose à cette espèce de... Et en fait, la démocratie prétend se déployer sous le signe, sous l'horizon indépassable du multiculturalisme, de l'idéologie diversitaire, de différentes formes de féminisme assez radical, de l'idéologie de la déconstruction. Donc, ce qu'on voit, c'est un conflit aujourd'hui sur la définition même de ce qu'est la démocratie au sein de nos sociétés. Et les deux camps se croient, donc les démocrates libérales d'hier et ceux qui se prétendent incarner la chose aujourd'hui, se réclament tous les deux de la démocratie, mais ne la définissent pas de la même manière. Donc, c'est la polysémie. On pourrait dire que le conflit de légitimité sur la définition de la démocratie est consubstantiel à la démocratie. Il n'en demeure pas moins. Si on ramène ça ensuite dans la politique bien réelle, la vie politique réelle, je crois qu'aujourd'hui, on cherche à faire passer, à maquiller sous des traits démocratiques un régime de plus en plus autoritaire, une forme qui se déploie sous le signe d'une forme de despotisme éclairé, pseudo-éclairé, faussement éclairé, sous le signe du gouvernement des juges, qui travaille à déconstruire la référence nationale, le cadre national, au nom de la logique diversitaire. Et on oublie, paradoxalement, et on extrême droitise ceux qui se réfèrent à la nation. Mais moi, je me rappelle qu'on en parlait dans le tout début de notre échange, que le général de Gaulle, Winston Churchill, les Polonais après la guerre froide, pendant la guerre froide, même les Russes Solzhenitsyn et ainsi de suite, ne sont pas opposés au totalitarisme, qu'ils soient nazis ou qu'ils soient communistes. Ils s'y sont pas opposés au nom d'une forme de pensée 68 art de l'idéologie des droits avec des progressistes en culotte courte. Ils défendaient l'indépendance nationale, ils défendaient la nation dans son caractère sacré. Ils croyaient que la nation était indissociable de la démocratie, et l'inverse aussi. Alors là, on entre dans un monde aujourd'hui où on cherche à faire passer pour démocratique la déconstruction de ce qu'on a appelé historiquement l'expérience démocratique. Donc, le problème, c'est que c'est ce que j'appelle un nouveau régime. Donc, il y a une forme de continuité institutionnelle apparente, mais à l'intérieur des institutions qui sont les nôtres, il y a un déplacement de la souveraineté. Donc, déplacement du pouvoir, par exemple, du Parlement ou de l'exécutif vers les tribunaux. Déplacement du pouvoir, encore une fois, vers l'administratif, vers les différentes administrations expertocraties spécialisées à l'intérieur de l'État.
négation, encore une fois, de l'aspiration nationale au nom d'une conception de la lutte contre les discriminations qui en vient à considérer que toute forme de distinction est une discrimination illégitime. Institutionnalisation d'un pseudo-antiracisme qui cherche enfin à criminaliser le sentiment national et donc la condition de la participation à la cité. Donc, nous sommes contemporains d'un changement tel dans la définition de la démocratie qu'on peut parler d'un changement de régime, mais c'est un changement de régime invisible parce que maquillé derrière la continuité apparente des institutions. Donc, je crois qu'il faut aborder cette question avec l'ensemble de ces considérations pour bien l'éclairer. David Engels, de votre côté, vous êtes d'accord avec Mathieu Bock-Côté en partie ou complètement? Complètement. En fait, je partage absolument aussi cette analyse des dérives de ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie. Bon, il faut évidemment, et ça c'est l'historien de l'Antiquité qui parle, d'abord se rendre à l'évidence que en Europe, on n'a jamais connu de démocratie dans le sens propre. Dans le sens propre, c'est-à-dire la démocratie athénienne avec tirage au sort des magistrats où tous les citoyens participent ou participent potentiellement, sont même obligés de participer par le vote régulier, par des assemblées nationales, pas des assemblées populaires, par le tirage au sort des magistratures au véritable pouvoir. Ça, on n'a jamais véritablement connu ici en Europe. Ici, la démocratie, elle a très rapidement été plutôt interprétée un peu dans le sens romain, c'est-à-dire républicain, oligarchique, déjà par le biais aussi de la démocratie représentative, parlementaire. C'est déjà une forme, en tout cas, que la plupart des théoriciens de l'Antiquité n'admettraient même pas en tant que démocratie. S'il y avait maintenant un Athénien, s'il y avait Polybe, par exemple, ou Platon, ou quelqu'un d'autre qui regarderait les différentes constitutions des États occidentaux, il dirait, ben, c'est pas des démocraties, c'est des oligarchies avec une petite composante élective. Donc ça, c'est une première remarque. Mais évidemment, il faut dire que le peu, ou en tout cas ce qu'on a possédé comme système démocratique ou partiellement démocratique a en effet évolué durant les dernières décennies dans un sens de plus en plus ouvertement oligarchique, comme l'a montré aussi Mathieu Bock-Côté. En fait, même si on a maintenu une partie des institutions, l'esprit en a changé radicalement, on a délégué toute une série de pouvoirs aussi, que ce soit à la justice, que ce soit à des experts ou autre chose. Et puis, l'esprit en a changé aussi beaucoup. Je rappelle juste Montesquieu, pour qui les lois n'étaient pas tout, mais que c'était aussi et surtout l'esprit avec lequel les lois qui existaient sont maniées qui définit une véritable constitution. Bref, on a eu un démantèlement interne des différents systèmes démocratiques ici dans le monde occidental, où on peut se demander à la fin si on n'est pas plutôt dans un genre de plutocratie avec quelques composantes un petit peu plébiscitaires, mais seulement plébiscitaires aussi quand le résultat est acceptable. Sinon, on répète le référendum, comme on l'a vu toute une série de fois en Irlande, dans les Pays-Bas, en France ou autre part, où justement, quand les décisions du peuple vont dans un sens qui n'est justement pas politiquement correct ou acceptable par les élites, eh bien, on refait le vote jusqu'à ce que ça fonctionne. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, c'est évidemment réfléchir comment est-ce que ça continuera. Et là aussi, je suis d'accord avec l'idée principale que ce qu'on appelle souvent les démocraties illibérales, et en fait, même ce mot est partiellement faux aussi, mais bon, bref, ces démocraties, soi-disant illibérales, gardent beaucoup plus le véritable esprit de la démocratie parlementaire des années 80, 90 que les démocraties libérales. Avec le bémol qu'il faut bien insister qu'en tout cas ici en Pologne, je ne vois vraiment pas de tendance illibérale. Moi, en tout cas, de mon expérience, j'ai l'impression que ici, au moins en Pologne, la liberté d'expression, les luttes politique aussi, les possibilités pour toute une série de différentes factions politiques de pouvoir s'exprimer en public sont beaucoup plus fortes que tout ce que j'ai connu en Allemagne ou en France ou en Belgique. Donc, d'une certaine manière, cette démocratie soi-disant illibérale est, de mon point de vue, en tout cas, beaucoup plus libre que l'autre. Mais ma prévision à moi, c'est que justement, ces démocraties libérales qui se transforment peu en plutocratie, vont se retrouver un jour prochain, dans les prochaines années et décennies,
certainement dans une situation qui sera alors véritablement autoritaire et qu'on voit déjà poindre à l'horizon actuellement avec toute une série de dérives autoritaires de l'Union européenne ou de la France ou d'autres pays, alors que ce sont justement les démocraties qu'aujourd'hui on considère comme illibérales qui vont conserver encore beaucoup plus longtemps le véritable esprit démocratique de la fin du XXe siècle que les autres. Évidemment, la grande question en ce qui concerne le futur, c'est de savoir est-ce que la démocratie idéale qu'à la fois Mathieu Bocoté et certainement moi-même aussi avons en tête quand nous parlons de démocratie, est-ce véritablement encore un modèle qui a un futur? Ça, c'est une question qui est difficile, qu'il faut néanmoins aborder. Comme vous le savez, dans mon livre Le Déclin, j'ai essayé de montrer les analogies qui existaient entre la fin de la République romaine au 1er siècle avant notre ère et la crise actuelle du système politique occidental, avec comme prognose, comme pronostic, que nous allons droit vers une phase de guerre, ou en tout cas d'insécurité civile massive, qui va durer pendant certainement 1 ou 2 décennies, et à la fin de laquelle on va se retrouver de toute manière dans un État qui sera peut-être démocratique à l'extérieur, mais qui en vérité sera un État plus ou moins autoritaire comme la Russie de Poutine, par exemple. Bon, c'est une prévision qui n'est pas nécessairement agréable, dans le sens que nous tous préférerions sans doute vivre dans un système beaucoup plus libre et libertaire, mais en tout cas, quand on voit la fin de la République romaine, on a eu là une crise littéralement sans alternative, c'est-à-dire la situation à cette époque-là était tellement paralysée et l'État républicain traditionnel était tellement peu aussi capable, même par le biais d'un gouvernement oligarchique, de faire face aux nombreuses nécessités de l'administration de ces gigantesques empires et des crises sociales qui le tourmentaient, que forcément, à un moment ou à un autre, il devait y avoir un tournant autoritaire. Et moi, j'ai bien peur, mais je crois que c'est fort probable, que le monde occidental, qui se trouve de plus en plus face à des problèmes extérieurs comme notamment la migration de masse venant de l'Afrique, la radicalisation de l'islam, le pouvoir immense que représente la Chine de nos jours, ne peut plus se permettre, en tout cas en Europe, une démocratie de 28 petits États qui vont chacun se faire la guerre les uns aux autres et qui vont se faire, pour ainsi dire, empoigner par les grands pouvoirs des alentours, mais que d'une manière ou d'une autre, nous sommes obligés de mettre un certain bémol à des libertés démocratiques extrêmes, qui de toute façon n'existent que sur le papier, si nous voulons conserver au moins un tout petit peu cet esprit de liberté à une autre échelle. Alors, ce n'est pas une apologie maintenant de l'Union européenne, au contraire, mais je crois que la seule manière de pouvoir survivre en tant qu'Occident et maintenir notre civilisation, nos traditions, notre culture envers ces autres dangers qui viennent du reste du monde, ne peut aller que par un certain abandon de certains pouvoirs démocratiques à des instances supérieures pouvant réagir plus facilement. Donc un certain abandon de la démocratie, mais que, personnellement, je n'accepterai que dans l'hypothèse où ça se ferait dans un respect de notre culture et pas comme actuellement dans une gigantesque braderie de notre culture qui, par le biais du politiquement correct, du multiculturalisme, de la fausse tolérance, etc., est totalement noyée et détruite. Donc c'est un peu mes perspectives un peu pessimiste, où ni l'une ni l'autre solution personnellement ne me plaise, mais où j'estime qu'au moins celle respectant nos valeurs est la moins pire des deux auxquelles nous allons faire face, et les deux véritables choix entre lesquels, en tout cas les Européens, vont devoir choisir un jour ou l'autre. Alors, on aborde la troisième partie de l'émission. Je voulais qu'on parle, il nous reste un gros quart d'heure autour de ça. Je voulais qu'on parle d'Union européenne. Vous l'avez abordé petit à petit. Et on va parler d'Union européenne, de mondialisation également. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mathieu Bocoté, quel crédit, vous, de votre regard depuis Montréal, vous accordez à l'Union européenne, déjà première chose. Et est-ce que vous pensez sincèrement que cette idéologie néolibérale bruxelloise
pourrait finir par se fracasser contre la volonté du peuple ou la non-volonté du peuple à ne pas vouloir avoir à être imposé un rythme de vie et une paupérisation qui les plonge aujourd'hui dans une précarité. Voilà. Bah, il y a plusieurs éléments dans votre question, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut réduire véritablement l'idéologie européiste au néolibéralisme? J'en suis pas certain. J'en suis pas certain parce que je vois pas beaucoup d'éléments de libéralisme, sauf peut-être une forme de caricaturale de sans-frontiérisme libre-échangiste sur le plan économique. Ouais. Mais c'est une dérégulation du marché, en fait. Quand je parle de ça, je parle d'une dérégulation totale du marché avec une mise sous le boisseau de l'État pour déréguler absolument marché, concurrence. Avec ce paradoxe qu'on est devant un régime qui est plus autoritaire qu'il ne le dit, notamment pour démanteler les souverainetés nationales, pour limiter la liberté d'expression. Moi, je dois le confesser, un démocrate libéral irréformable. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que la démocratie libérale est le régime par lequel la liberté politique, on en fait l'expérience dans le monde occidental. Et il est indissociable pour moi du cadre national. C'est mon côté gaulliste, d'une forme de gaullisme convaincu et profond. Donc, sur la question de l'Union européenne, permettez-moi d'y revenir. Je pense que c'est un cadre plus autoritaire que néolibéral, pour reprendre vos mots. Ce qu'on appelle aujourd'hui... Je me permets, Mathieu Bocoté. Par exemple, Marianne, les confrères de Marianne disent de Macron que c'est un néolibéral autoritaire. Ok, d'accord. C'est-à-dire qu'il utilise l'État pour faire passer des réformes imposées par Bruxelles. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là que je le dis. Hein. Je vois très bien, mais je pense que le néolibéralisme tel que vous l'entendez n'est qu'un élément parmi d'autres de l'idéologie européiste. L'européisme se définit aussi par une forme de sans-frontiérisme, de multiculturalisme assez autoritaire, on pourrait développer longtemps, mais ce que je vois, c'est que risque de se multiplie déjà dans les faits, des rébellions à l'échelle nationale qui empruntent quelquefois les habits du populisme, entre guillemets, mais quelquefois s'en passent. Pensez à la Grande-Bretagne, par exemple, avec le Brexit. Le Brexit, une certaine politologie cherche à tout prix à le penser, à le conceptualiser sous le signe du populisme, mais je suis absolument pas d'accord. Il y a des rébellions nationales pour reconquérir la souveraineté nationale, pour reconstituer la souveraineté nationale d'une manière ou de l'autre. Et ensuite, la manière de s'y opposer, par une bonne partie des élites européistes, c'est, on l'a vu entendu avec Emmanuel Macron, qui parlait des progressismes contre les lépreux, la lèpre populiste, mais c'est de reconstituer les souverainetés nationales. Et comment on s'y oppose? En mobilisant de manière artificielle et, on doit dire, abjecte, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale contre cette aspiration nationale. Donc, on extrême-droitise, on criminalise, on nazifie quelquefois le désir seulement de reconstituer la souveraineté nationale, alors qu'on m'explique comment il y a quelque chose d'odieux dans cette espèce d'instrumentalisation d'expériences historiques catastrophiques à l'échelle de l'humanité pour disqualifier des aspirations démocratiques qu'on peut partager ou non, mais qui sont celles aujourd'hui de la reconstruction de la souveraineté nationale. Donc, il y a des rébellions démocratiques aujourd'hui en Europe. Par définition, la politique ne s'accompagne pas toujours d'une musique d'ascenseur. Elle est tragique quelquefois, elle est conflictuelle, elle est contradictoire, elle implique des passions, des intérêts, de la mauvaise foi. Mais à travers tout cela, ce qu'on voit, c'est la volonté de préserver, premièrement, sous le signe de la continuité historique des personnalités nationales, et deuxièmement, d'assurer la souveraineté nationale qui rend ça possible. Comment définir ensuite un mode de coopération à l'échelle européenne entre les nations? Je pense qu'il va falloir, d'une manière ou d'autre, retrouver l'intuition gaullienne. Ça m'apparaît absolument évident. L'intuition gaullienne est celle de l'Europe des États, l'Europe des nations, l'Europe qui c'est ça qui est paradoxal, c'est que la civilisation européenne est impensable sans le respect des différentes nations qui en donnent chacun un visage. Et cette volonté européiste de dissoudre le fait national, comme s'il s'agissait d'un obstacle sur le chemin du progrès, de la rédemption et de l'avènement d'un individu émancipé et délivré de tout, pour moi, c'est contre l'héritage même de l'Europe. On joue l'Union européenne contre la civilisation européenne, en quelque sorte. Et pour moi, c'est une observation, Mathieu Bocoté. Vous savez bien qu'Emmanuel Macron défend corps et âme la souveraineté européenne et qu'il essaye de nous faire croire qu'il y aurait un peuple européen incarné de Biarritz passant par Séville et allant jusqu'à Berlin, à Düsseldorf. Oui, ben alors c'est le problème. Moi, qu'il y ait une civilisation européenne me semble absolument indéniable et c'est même heureux. Qu'il y ait un peuple européen me semble objectivement faux. Et on en parlait dans notre entretien récent. Les européistes à la Jürgen Habermas, et je sais qu'Emmanuel Macron a déjà référé positivement à Jürgen Habermas. Habermas nous dit le peuple, en fait, n'a pas de consistance culturelle, historique, existentielle. Le peuple est une construction juridique.
strictement artificielle, une forme de constructivisme politique. Et Habermas disait, je rêve d'un référendum sur la Constitution européenne qui se ferait au même jour dans tous les pays européens, au même moment, au même lieu, pour constituer par décret référendaire, en quelque sorte, par l'expérience même du référendum, construire artificiellement le peuple européen qui se manifesterait en votant tout au même moment pour le référendum. Bon, ça, je m'excuse, mais on ne décrète pas l'existence d'un peuple par je ne sais quel coup de baguette juridique ou philosophique. Un peuple est indissociable d'une expérience historique. Et de ce point de vue, l'idée d'un peuple européen est une fiction européiste idéologique qui a autant de consistance que l'idée de l'homme soviétique en d'autres temps, à bien des égards. Donc, de ce point, je ne compare pas l'Union soviétique à l'Union européenne, mais je dis qu'on est dans les deux cas dans une forme de constructivisme idéologique et politique grave. De ce point de vue, non, Emmanuel Macron, s'il veut se réconcilier avec les Français, doit se réconcilier avec l'existence du peuple français et ne plus jamais contester l'idée qu'il y a une culture française, par exemple. On vous rappelle un discours, effectivement, de janvier 2016 à Lyon, où il avait déclaré qu'il n'y avait pas de culture française, elle était plurielle, enfin toute une série d'arguments. David Engel, sur cette question, vous, comment vous voyez les choses? Je les vois d'une manière très similaire, même si j'utiliserais partiellement des autres accents ou peut-être certaines autres réflexions, dans le sens que d'abord, je suis tout à fait d'accord que l'Union européenne actuelle n'est pas du tout identique avec l'Europe, mais au contraire devient son pire ennemi, l'Union européenne. Donc ça, c'est un fait. Je crois que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris et que quand on critique l'Union européenne, on est alors directement considéré comme étant nationaliste, extrémiste, contre l'Europe, etc. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose très important qu'il faut différencier entre l'Europe en tant que sphère culturelle de civilisation avec l'Union européenne qui est l'une de ces nombreuses formes d'unification. Parce qu'il ne faut pas oublier que cet espace européen a été unifié plusieurs fois, même politiquement, que ce soit maintenant l'Empire carolingien, que ce soit le Saint-Empire romain, que ce soit les différentes tentatives aussi, penser à Charles Quint, penser plus tard à Napoléon, etc. Donc, cette volonté d'unifier l'Europe, elle est quelque part dans nos gènes, donc ce n'est pas quelque chose de non-européen. Bon, jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de phases où cela n'a pas fonctionné, mais il y a cette volonté justement de créer aussi un espace politique, mais pour moi, le véritable problème là-dedans, c'est la manière de laquelle ça se passe. Parce que je dirais qu'il y a en effet un peuple européen. Mais ce n'est pas un peuple européen dans le sens maintenant de Verhofstadt, de Habermas, de Macron, quelque part un homme formaté, presque soviétique, comme disait Mathieu Bocoté, mais c'est un homme qui partage cette culture millénaire qui est évidente quand on va dans un musée à Lisbonne ou dans un autre à Riga ou encore dans un autre à Rome. On voit qu'on a partagé la même religion, qu'on a partagé les mêmes évolutions dans l'histoire de l'art, on a partagé les mêmes systèmes politiques, etc. Donc il y a énormément de choses qui nous unifient en Europe et qui nous distinguent des autres sphères culturelles comme la Chine, comme l'islam, comme le monde musulman, comme le monde indien, etc. Donc il existe un genre de peuple européen, cela va sans doute, mais vouloir le créer, ou plutôt vouloir le transformer dans un genre d'espace politiquement correct, multiculturel, marqué par une fausse tolérance, ultralibérale, etc. Ça, justement, ce n'est plus avoir un peuple européen, mais plutôt détruire le peuple européen et ses traditions telles qu'elles existent. Et c'est pour ça que la position politique polonaise, mais si particulièrement agréable, et c'est sur cette base-là aussi que j'ai développé récemment dans un ouvrage le concept d'espérialisme, qui est une référence aux Hespérides, c'est-à-dire ces îles mythiques de l'Occident lointain vers lesquelles notre aspiration nous mène, cette volonté typiquement européenne, faustienne, pourrait-on dire, vers l'horizon, vers le toujours plus loin, qui est si typiquement européen. Et donc, cette conception d'espérialisme est l'idée, justement, de vouloir créer une Europe unifiée, une Europe des nations, vous pourriez aussi dire, mais qui serait justement rassemblée autour d'une attitude positive
par rapport aux traditions, par rapport aux nations, par rapport à l'histoire, par rapport aux différentes religions, essentiellement évidemment le christianisme, et pas en tant que rejet de ces différentes traditions. Et c'est pour ça que je disais que la position polonaise m'est très sympathique, dans le sens qu'ici, on voit la vérité quotidienne d'un peuple qui est, dans son immense majorité, très pro-européen, donc qui se sent européen, qui est d'accord avec le fait de coopérer intensément avec les autres nations, de déléguer certaines parties aussi, là où c'est vraiment nécessaire pour le survie de la totalité, comme la défense, l'infrastructure, ce genre de choses-là, sont tout à fait incontestées ici en Pologne, mais qui en même temps s'opposent farouchement à cette idéologie européiste et veut justement une Europe unifiée, mais une Europe unifiée du patriotisme, de la tradition, de l'histoire. Et c'est justement dans ce sens-là aussi que va ma propre attitude par rapport à cette unification européenne, que je n'accepterai que dans la mesure où elle se passe en adéquation, en harmonie avec nos différentes identités, n'essaye pas de les mélanger artificiellement, n'essaye pas de les dénigrer par une reconstruction, une réécriture tout à fait odieuse de l'histoire, n'essaye pas de la noyer sous des concepts totalement farfelus comme l'histoire du genre, ou la noyer par l'apport de populations issus de l'immigration, mais au contraire défendent ces différentes traditions. Et donc, de ce point de vue-là, je me considère en effet comme européen, mais comme patriote européen, et donc essentiellement, par définition, pourrait-on presque dire, comme ennemi de ce que l'Union européenne est malheureusement devenue. Alors, une dernière question pour terminer ce très très bon débat. Merci en tout cas, messieurs, à tous les deux d'avoir participé. Une dernière question et qui me paraît extrêmement importante. Est-ce que l'enracinement d'un peuple, finalement, dans une histoire, des valeurs, des traditions et une langue, bien entendu, peut-il être finalement un antidote au dépouillement existentiel du consumérisme de la globalisation? Est-ce que c'est comme ça que finalement on peut revenir vers une certaine souveraineté culturelle, identitaire? Bah, je vous dirais, à mon avis, c'est une condition même de l'existence politique. J'entends par là que un peuple qui déciderait de se déraciner, de s'arracher à lui-même, de se désincarner, de se définir sous le signe d'une forme de simplement par l'adhésion à des principes universels, perd sa substance, perd sa spécificité. Bon, ça, c'est un élément sur le plan politique. Ensuite, sur le plan de l'angoisse existentielle dont vous nous parlez pour notre temps, cette espèce de matérialisme qui nous décervelle, nous désarticule fondamentalement. Oui, évidemment, l'enracinement culturel est un élément de réponse. Je crois, cela dit, que c'est un cadre qui rend possible d'autres réponses aussi. C'est-à-dire ensuite, que l'on soit ou non attaché au nationalisme, ou peu importe le terme que vous utiliserez à ça, je pense que la recherche du beau par la culture, la quête spirituelle par l'enracinement dans une tradition religieuse, les plaisirs de l'amitié, les plaisirs des arts, les plaisirs de la musique, peut-être la longue liste des bonheurs humains qui ne se laissent pas réduire par le marché, je pense qu'ils se doivent être mis au cœur de notre existence. Ils ne se définissent pas exclusivement dans la matrice du patriotisme. Cela dit, c'est normalement par la médiation d'une tradition nationale, d'une tradition culturelle, qu'on a accès justement à l'univers, cet univers des besoins fondamentaux de l'âme humaine auxquels je fais référence. Donc, le cadre de l'enracinement est une réponse politique et existentielle, un problème politique existentiel. C'est un cadre qui permet ensuite d'aller plus loin dans une quête personnelle pour ne pas se laisser avaler, réduire, mutiler, déchiqueter par l'esprit de l'époque. Mais c'est une question de cadre à partir duquel nous inscrivons nos quêtes existentielles. Mais je n'en fais pas la réponse à tous nos problèmes, qu'on se comprenne bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'un homme déraciné est un homme qui n'a pas la possibilité ensuite d'aller plus profondément en lui et en sa propre culture pour répondre aux questions qui traversent le genre humain depuis toujours et pour toujours. J'enchaînerai même sur justement ces réflexions-là avec lesquelles je suis totalement d'accord, dans le sens de les modifier juste un petit peu en disant que, évidemment, comme vous le disiez, il y a pas
que l'identité culturelle comme le seul référent, le seul cadre possible de l'épanouissement personnel. Il y a aussi des facteurs très, très, très divergents, comme par exemple la confession religieuse. Quand vous êtes dans l'Allemagne protestante, elle est très différente, par exemple, de l'Allemagne catholique, et que souvent, il y a plus d'atomes crochus entre la catholicité de l'Allemagne méridionale avec l'Italie ou la France qu'avec l'Allemagne du Nord. Donc, la confession est un élément très important de la tradition religieuse. La langue en est une aussi. Tous les États n'étant pas immédiatement des États qui aient une seule langue. Pensez par exemple à l'identité suisse qui ne se définit pas par une propre langue, mais aussi par l'histoire. Il y a l'identité régionale qui, dans certains pays, est extrêmement forte. Il y a des traditions familiales. Donc, il y a toute une immense complexité. Il y a la géographie aussi. On sait bien que dans les pays méditerranéens, même au-delà de toutes les différences linguistiques ou culturelles, il y a un certain sentiment de vie partagé qui est très différent, par exemple, d'un sentiment de vie du septentrional. Donc, il y a différentes couches, justement, d'identité, et je trouve que, personnellement, plus qu'il y a de ces couches, et plus que tout ce système est complexe, et mieux que toute forme de culture, de civilisation peut se développer. Il n'y a rien de pire, finalement, pour le développement de l'être humain que une masse grise, uniforme, de soi-disant individualistes, qui finalement sont tous les mêmes. D'autant plus que on pourrait se dire que la situation actuelle du XXIe siècle, où nous avons, contrairement à nos ancêtres, un accès immédiat au savoir, à la culture d'autres civilisations. Il suffit de faire 2-3 clics pour écouter de la musique chinoise, pour lire les philosophes arabes, etc., peuvent aussi être un immense enrichissement personnel qui est l'autre face, pourrait-on dire, de la mondialisation. Mais là, je dirais comme contre-argument, qu'au fond, nous sommes tous tellement conditionnés par nos racines nationales, familiales, religieuses, etc., qu'une véritable compréhension interne ne peut passer que par le biais de ces vecteurs-là. Et que, par exemple, si nous sommes intéressés par, je ne sais pas, le mysticisme, par exemple, que là, chaque Européen aura finalement plus d'atomes crochus, s'il le voudra, avec le mysticisme médiéval, par exemple, que maintenant avec des courants un peu abscons de la Chine du Xe siècle. Ça passe de soi. Il y a beaucoup plus de différents aspects que nous pouvons associer avec ces différents courants-là. Et donc, personnellement, je suis d'avis justement qu'en ce qui concerne le développement de soi, que plus que des facteurs que nous voulons assimiler sont proches de notre propre culture, de notre propre civilisation, et plus que nous avons des facilités aussi de nous les assimiler. D'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans la naïveté. Moi, je suis, comme vous le savez, je suis essentiellement comparatiste. Je m'intéresse très fortement aux analogies. On voit que vers la fin de chaque grande civilisation, qu'il y a ces tendances vers une culture de masse, vers un nivellement par le bas, vers une unification culturelle, vers un genre de bastardisation, si on veut aussi, de cette culture sur base du plus petit dénominateur commun. Ça s'est passé en Chine au 3e siècle, avant notre ère, quand toute la diversité linguistique, culturelle chinoise s'est dissoute dans l'Empire Chinéan. Ça s'est passé dans le monde méditerranéen, où l'Empire romain a involontairement, par la latinisation, et dans l'Est, par l'hellénisation, a détruit toutes les différentes petites cultures et langues régionales en les latinisant, en créant cette forme d'unité culturelle romanisée. Et ça se passe de nouveau dans le monde occidental aujourd'hui, où nous voyons là aussi, malheureusement, que par le biais de la mondialisation, qui au fond, c'est juste pourrait-on même appeler un genre d'américanisation ou d'européanisation du monde, nous sommes confrontés à une dissolution des différentes entités de solidarité identitaire au profit d'une culture un peu généralisée qui passe par le biais de l'anglais comme langue, de l'esthétique des films Hollywood,
par l'horrible goût musical développé dans la musique moderne, par toute une série d'autres concepts politiquement corrects. Ça semble être en tout cas la direction actuelle de l'histoire, et il faut se rendre à l'évidence que si la civilisation européenne continue à évoluer comme l'a fait jadis la civilisation chinoise ou romaine, ou on pourrait aussi dire musulmane, indienne, etc., on va très malheureusement, en tout cas pour les prochains 2-3 siècles, vers ce sens d'une homogénéisation culturelle qui passe par ces biais-là, et où il faut, je dirais, maintenir sa propre identité culturelle d'une manière intelligente, c'est-à-dire ne pas lutter comme Don Quichotte contre les moulins, mais plutôt tenter de voir comment ce sera possible dans ce nouveau cadre qui malheureusement se profile à l'horizon, de maintenir aussi bien que possible nos spécificités régionales, nationales ou autres, tout en sachant que ça ne pourra se passer qu'en les intégrant d'une manière ou d'une autre dans cette grande unification civilisationnelle qui touche tout l'Occident, et qu'on ne saurait malheureusement éviter, de mon point de vue en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Mathieu Bocoté, merci d'avoir été disponible depuis Montréal. David Engels, merci beaucoup. Je rappelle quand même vos livres qu'il faut aller lire immédiatement. On peut les commander sur Internet à peu près partout. C'est ça aussi, la mondialisation. Donc, Mathieu Bocoté, vous, c'est l'Empire du politiquement correct aux très bonnes éditions, je le répète, du CERF paru en 2019. Et David Engels, vous, c'est Que faire, vivre et le déclin de l'Europe chez Blue Tiger Media. Merci, messieurs. Voilà. Merci, messieurs, d'avoir été là. Merci pour ce formidable débat, en tout cas sur ces thèmes-là. On vous réinvitera très rapidement, très prochainement. D'ici là, on vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye, vive la démocratie. Salut. Merci, au revoir. Merci pour l'invitation. Au revoir.